Bonjour mes amis. Quelle joie de vous recevoir à nouveau au manoir. Rentrez vite vous mettre au chaud. Certes, le printemps est à notre porte, mais le vent est encore bien frais. Avant de démarrer, il me semblait important de dire un grand merci à 2 personnes en particulier. Aurélie et ses Chemins Enchantés, une grande amie qui me soutient et me guide, et Lara Merveille, qui m'écoute fidèlement à chaque nouvelle sortie sur le podcast. Je reçois un invité de marque aujourd'hui. Je me suis plongée avec délice dans ces fictions sonores que peut-être vous connaissez déjà. Hôtel Gorgias, Le Comptoir des Parallèles, À la hauteur, Hello Musical, et j'en passe tant son univers et sa plume sont prolifiques. Roman Facerias Lacoste me fait l'honneur de me rejoindre au salon pour qu'il nous livre tous ses petits secrets de créateur et qu'il nous parle de son si bel univers. J'espère bien qu'il nous livrera quelques détails en exclusivité sur la nouvelle saison d'Hôtel Gorgias qu'il est en train de finaliser. On peut démarrer si toi tu es bien de ton côté. Je suis bien. J'ai un chat sur les genoux, je suis très très bien. Parfait. Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan. Eh bien, bonsoir Roman, je suis ravie de t'ouvrir les portes du manoir ce soir. Alors, merci d'abord de m'accueillir sur cet entretien qui suscite un peu d'intimidation, mais aussi beaucoup de joie, en tout cas. En fait, pour faire une petite parenthèse, je suis très peu enclin à parler de ce genre de choses-là dans mon quotidien. J'ai, on va dire, un entourage qui est assez cartésien. Et je fais partie des rares anomalies qui, de temps en temps, amènent ce genre de sujet sur la table du dîner ou autre. Pour jeter un peu d'animation pendant la conversation. Oui, ou un pavé dans la mare, je ne sais pas. Aussi, au choix, dépendre. Selon la situation. Exactement. Donc tu m'as gentiment apporté un objet à déposer dans mon cabinet de curiosité. Donc il s'agit d'un tambour, assez ancien d'ailleurs. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cet objet ? En fait, le tambour a plusieurs échos dans ma vie. Le premier étant mon passé et mon actualité de musicien, puisque j'ai avant toute autre chose une formation académique, mais aussi autodidacte de musicien, principalement dans la percussion. J'ai fait mes classes. Et donc, on va dire que, voilà, d'un point de vue strictement réel, le tambour est un peu l'instrument qui a régi et rythmé ma vie. Après aussi, sur un autre plan, le tambour a aussi suscité une rencontre qui a changé ma vie, celle avec ma femme, puisque j'ai rencontré ma femme dans un orchestre de tambour brésilien qu'on appelle une batucada. Mais oui, waouh, génial. Et voilà, donc le tambour nous a fait nous rencontrer, et voilà, pour ça, il aura toujours une place particulière. Et après, d'un point de vue beaucoup plus abstrait, ou en tout cas beaucoup plus mental, le tambour, il y a pas mal d'allusions à pas mal de concepts différents. Le premier, évidemment, c'est un instrument qui sert à rythmer, à faire savoir que la vie est là. Par exemple, le tambour est très souvent utilisé dans l'armée, dans le giron militaire, puisque par exemple, c'est celui qui va donner la cadence, donc c'est celui qui va animer les troupes, c'est celui qui va raviver l'esprit, donner du courage, etc. Donc c'est un instrument qui rappelle qu'on est en vie dans un moment qui peut être au contraire chaotique et amener très certainement la mort. En l'occurrence, voilà, le tambour a ce rôle-là, en tout cas, de faire battre le cœur, de faire battre le courage, l'enthousiasme à aller au combat. Mais sinon, le tambour aussi, c'est un objet qui est assez particulier, puisque c'est, comme dans quasiment tous les instruments de musique, c'est un objet qui nécessite un orfèvre, en tout cas, un artisan qui va savoir faire un tambour avec une résonance particulière en fonction des matériaux, des ambitions du musicien qui le commande, un commanditaire en somme. Et en ça, il y a tellement de travail et de concentration sur la confection d'un tambour que il y a toujours une partie de l'âme, que ce soit de celle de l'artisan ou celle du commanditaire, du musicien qui va jouer dessus après. Une partie de son âme, en fait, qui va à jamais, selon moi en tout cas, être enregistrée dans cet instrument, d'être captée dans cet instrument, et qui va du coup dicter une rythmique et qui va tracer la cadence d'une vie
Et voilà, en ça, moi, le tambour a eu cet effet-là pour moi. C'est pour ça que je le définis de cette manière-là. Et surtout, voilà, c'est la vitalité pour premier point et le rythme, la cadence pour deuxième point. Donc, ce qui fait que, inexorablement, c'est un chemin de vie qui se construit à travers cet instrument. Voilà. Ouais, je comprends. Et après, si on doit faire un petit parallèle sur le côté surnaturel, pour faire un petit twist, enfin, le tambour, c'est aussi l'instrument qui révèle et qui met en transe les chamans. Tu vois, qui peut ouvrir aussi des portes. Tout à fait. Tu parlais de rythmer la vie sur le côté armé, mais ça peut être aussi très positif et amener aussi d'autres mondes, en fait, qui peuvent s'ouvrir. Alors moi, j'irais même un peu plus loin. Alors moi, j'ai une connaissance mythologique qui est très axée sur la mythologie grecque, surtout. Dans les rites funéraires, effectivement, ou dans les sacrifices, on avait souvent un accompagnement de tambour, de flûte aussi, et autres instruments un peu dissonant parfois, justement pour essayer d'amener, ou en tout cas de créer une passerelle entre le monde des vivants, le monde des esprits, enfin en tout cas le monde divin, le monde des ombres. Et oui, effectivement, le tambour, on va dire, va un peu dicter ou construire l'encadrement de cette cérémonie-là, quoi. Un peu créer une sorte de nomenclature spécifique à tel ou tel événement. Et ça, c'est vrai qu'il est très présent. Et un autre point aussi, dans la culture grecque classique, donc plutôt de la Grèce antique, les sessions parlementaires, ou en tout cas la démocratie de la ville, était toujours rythmée de musique. Les ouvertures, en tout cas, de prise de parole ou de débat sur la vie de la cité, etc., étaient souvent encadrées par un tambour qui allait parfois définir le temps de parole aussi. Oui. Quelque part, que ce soit dans le cheminement intérieur ou dans le vivre ensemble, le tambour est toujours là de manière générale pour cadrer, on va dire, peut-être les interactions sociales aussi, les interactions sociales entre les êtres vivants, mais aussi les interactions sociales entre les vivants et les morts. Voilà, le tambour est présent, et dans pas que la culture grecque, évidemment, tu l'as bien dit, dans beaucoup de cultures, beaucoup de mythologies. Et les Scandinaves aussi, pour les rites funéraires, utilisaient beaucoup le tambour pour les départs des corps, des défunts, etc. C'est un instrument qui est omniprésent. Ouais. Un bel objet, et je suis bien contente de l'accueillir dans mon cabinet de curiosité. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc, tu es créateur de fiction sonore. Tu as réalisé notamment l'excellente fiction, alors c'est pas la seule, hein, mais l'excellente fiction audio très envoûtante d'Hôtel Gorgias, dont la saison 1 est sortie en avril 2022. Donc Hôtel Gorgias, sans spoiler, pour ceux qui l'auraient pas écouté, ça décrit l'histoire d'un hôtel de luxe qui propose à ses clients un service unique qui va changer leur vie, avec Cesco et Charlotte qui sont maîtres d'hôtel au Gorgias. Alors moi, j'ai vraiment adoré. Je suis rentrée dedans, j'en suis pas sortie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette série, comment t'es venue l'histoire, le concept Alors, avec plaisir. La série, alors c'est une anecdote que je récite très régulièrement, en tout cas. Alors, elle est venue de plusieurs choses. Il y a une inspiration fictionnelle, en tout cas, d'une autre œuvre qui m'a inspiré le concept, en tout cas, de l'hôtel, et une anecdote de ma propre vie qui m'a carrément insufflé l'idée de parler d'un hôtel. La deuxième anecdote, qui est la principale, en gros, c'est que je me suis marié en 2021. Donc, on était encore en période de Covid, et ma famille nous avait généreusement offert une nuit d'hôtel dans un hôtel de luxe, du coup, pour célébrer notre mariage. Donc, juste ma femme et moi, je rassure, évidemment, il n'y avait personne d'autre dans la chambre. Donc, c'était à Paris, c'était dans un hôtel classé, je ne sais plus combien d'étoiles, mais enfin, c'était un hôtel de luxe, vraiment, à côté du rond-point de l'Étoile, qui s'appelait le Majestic Spa Hotel. Et donc, dans son nom, on pouvait facilement comprendre qu'il y avait des attractions, en tout cas tournées autour du bien-être, puisque le spa, les massages, les saunas, etc. Donc, on s'était dit, après la cérémonie à la mairie, que on allait faire un petit entre-deux en allant faire un peu le check-in à l'hôtel, et puis éventuellement aller se détendre à travers les services que proposait l'établissement. Et quand on a fait le check-in, on a tout de suite demandé à quelle heure ouvraient ces activités-là, s'il fallait prendre rendez-vous, etc., s'il y avait un supplément à payer. Donc, on a posé toutes les questions un peu idiotes qu'on pose quand on n'a jamais foutu les pieds dans un hôtel de luxe. Et la réceptionniste nous a dit un peu blême, je dis, en fait, tout est fermé.
à cause du Covid. C'est-à-dire tout est fermé, le restaurant, la piscine, le sauna, le spa. Et on s'est retrouvés comme deux idiots avec ma femme, on s'est regardé et on s'est dit, bon, bah, du coup, ma famille nous a payé une nuit d'hôtel dans un hôtel de luxe horriblement cher, juste pour dormir sur un matelas, certes confortable, mais ça ne résultait qu'à ça. Et donc, en rentrant du mariage, sur le trajet du retour, on discute et puis me vient la question de savoir qu'est-ce qui amène en tout cas les clients d'un hôtel de luxe à aller payer une chambre horriblement chère pour finalement ne pas profiter de tous les bénéfices et tous les services proposés, quel que soit le contexte. Et donc, c'est là qu'intervient la deuxième influence, la deuxième inspiration. Donc, celle tirée d'une œuvre qui est un comics à la base qui a été adapté en série qui s'appelle The Preacher et qui raconte l'histoire d'un pasteur américain qui un jour reçoit la voix de Dieu. Et cette voix lui permet en tout cas de absolument faire ce qu'il veut, d'ordonner ce qu'il veut, de commander ce qu'il veut à l'humanité et même à tous les êtres vivants. Et dans la deuxième saison, il y a un des personnages secondaires de cette série qui se retrouve en enfer. Et en enfer, il comprend qu'il va passer l'éternité à revivre la scène de sa vie qui a fait basculer sa vie. Et donc, il se retrouve assis sur une chaise, comme une sorte de chaise électrique, avec les mains attachées, le front plaqué contre le dossier du siège. Et via un vidéoprojecteur, en gros, il voit défiler cette scène qui a changé, bouleversé sa vie, qui l'a amené d'ailleurs en enfer. Et voilà, et c'est un peu sa condamnation. Et de ça est venu le concept de l'hôtel Gorgias. Donc, je sais pas si je peux en parler. Du coup, tu peux, mais on préviendra. Si tu spoil, on préviendra. D'accord. Que en fait, le service que propose l'hôtel Gorgias est un service donc assez particulier puisque tous les clients qui viennent ont tous et toutes commis un acte répréhensible, criminel. Qui les a conduits à avoir une place qui les attend bien au chaud en enfer. Et dans les chambres de l'hôtel Gorgias, leur est proposé la projection de ce que serait leur vie en enfer. Et donc, cette résolution, en tout cas, que propose l'hôtel, est destinée à éventuellement susciter un arc de rédemption chez tous ces clients et criminels, de manière à ce qu'une fois qu'ils aient vécu cette expérience-là, ils rentrent dans leur pénate en ayant une autre vision de la vie. Voilà. Ouais, d'accord. Alors du coup, effectivement, quand j'ai entendu et découvert l'histoire et les personnages, tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on plonge, en tout cas bien dans la mythologie grecque, surtout sur la fin. Et tu explores en particulier le mythe de Gorgias, en fait, dans l'histoire de Platon aussi. Oui, tout à fait. Donc peut-être je vais l'expliquer pour ceux, parce que je ne suis pas sûre que chacun se souvienne du mythe de Gorgias et de ses leçons de philosophie. Donc le mythe de Gorgias affirme que les morts sont jugés de façon impartiale par des juges qui sont eux-mêmes morts, libérés de leur corps, sans passion et sans intérêt, et qui ne prennent en compte que la justice et l'excellence de la main. Donc c'est ce que tu expliquais effectivement sur finalement ce qu'ils trouvent dans les chambres, ce qui les attend. En quoi la mythologie grecque et ce mythe de Gorgias ont été une inspiration particulière pour toi, en fait ? Pour ce qui concerne Gorgias de Platon, c'est vraiment l'idéal de la justice. C'est-à-dire que là, on s'adresse à une justice qui est commune à tout le monde et qui met tout le monde sur un pied d'égalité. Et donc, voilà, moi, dans mon cheminement personnel, mon regard sur la société, c'est un idéal qu'évidemment je révère. On ne peut pas avoir de juristes et de juges morts pour juger les vivants, malheureusement, mais en l'occurrence, voilà, c'est vraiment cet idéal de justice équitable. C'est-à-dire qu'on prend vraiment que la quintessence du crime ou de l'acte et on ne juge pas le statut social, le statut économique, la religion ou autre. Ça, c'est voilà, mon idéal de vie en communauté, en fait, se résume principalement à ça. L'impartialité pure, quoi. Oui, mais sans qu'elle soit cynique. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment faire appel au sens juste et sans parler de noblesse non plus, puisque là, pour le coup, ça serait subjectif, mais vraiment s'intéresser à ce qui a dérogé, en tout cas, à l'éthique commune, à l'éthique de la vie humaine, quoi, de manière générale. Qui prend en considération l'absurdité, qui prend en considération l'évolution du cheminement mental d'un individu qui est jugé, par exemple, qui pouvait être totalement innocent à une période de sa vie, puis avoir bifurqué vers une forme de corruption plus tard. Donc voilà, en fait, tous ces éléments-là, la justice, entre guillemets, parfaite, se résumerait à ça. Évidemment, c'est une utopie, mais voilà, c'est ce qui résume en tout cas c'est une belle utopie, en tout
cas. Comme toutes les utopies. Effectivement. Non, je précise que je ne prends pas part à certaines utopies qui pourraient être douteuses, mais en l'occurrence, celle-là, effectivement, me parle énormément. Et pour ce qui est de la mythologie grecque, alors moi j'ai fait des études d'histoire, du coup, avec une spécialisation en mythologie et en culture grecque classique. Moi, je l'associe beaucoup. Alors, c'est un peu vulgaire de dire ça aujourd'hui, et il y a beaucoup d'historiens qui me lapideraient sur place en m'écoutant. Moi, j'associe beaucoup la mythologie grecque, en fait, à une religion pratique, c'est-à-dire comme un peu les religions animistes, par exemple, notamment sur le continent africain, où on va associer une divinité à un élément de la vie, un élément très concret, la pluie, voilà, la fertilité, des choses comme ça. Et concrètement, avec son lot de tragédies et de drames et d'inceste, la mythologie répond à tous ces codes-là. La mythologie grecque est assez évocatrice finalement d'une civilisation qu'on vit, nous, qui est la jeunesse de la civilisation occidentale, au final. Et en ça, du coup, c'est presque, en fait, parler de mythologie grecque dans Gorgias, c'est un peu presque parler du quotidien. Pour moi, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue aussi. On a tous notre vision, par exemple, de la mort, on a tous notre vision de l'amour, de la justice, on vient d'en parler. Et la mythologie grecque le définit à travers toutes les légendes, tous les mythes. Et ça, voilà, c'est assez fort. Et dans Gorgias, surtout dans la saison 1, je voulais surtout parler de la pureté des morts, hein, de manière générale, en fait, le principe de la damnation, c'est d'avoir le reflet, en fait, dans la mort de ce qu'a été la vie de son vivant. Alors, c'est un peu abstrait ce que je vais dire, mais quand je parle de pureté, c'est simplement, voilà, se retrouver à nu, en fait, face à la mort. Et ça, les Grecs le pratiquaient très bien, parce que, par exemple, il y a tout le mythe autour de Charon, donc payer son tarif. En fait, c'est s'acheter finalement une place chez les morts, et la symbolique derrière, c'est d'affirmer qui on a été durant son vivant et d'accepter son sort chez les morts, chez les damnés. Et en ça, c'est une forme de pureté parce que c'est une acceptation finalement de son sort. Et voilà, ça c'est vraiment le gros message que je voulais évoquer, en tout cas dans cette première saison d'Hôtel Gorgias, sachant qu'il y a une deuxième saison qui est en préparation, qui va traiter d'un tout autre sujet. Voilà. D'accord. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. On verra ce que tu peux nous livrer comme petit détail. Avec grand plaisir. Après, moi, c'est drôle parce que, en fait, bon, je pense qu'on fait toujours tous référence à des choses qui nous touchent chacun. Moi, en fait, ça m'a fait penser un peu à Sartre dans le sens de huis clos, de l'enfermement dans l'enfer personnel, quand même, en fait. Bien sûr. Parce que même s'ils sont confrontés effectivement à ce qu'ils ont fait, il y en a certains qui restent en boucle quand même aussi dans leur cruauté, dans leur crime. Et oui, ça m'a fait penser un petit peu à Sartre aussi. Alors, je sais pas si toi, c'est une influence aussi ou pas du tout. Alors, j'ai lu Sartre au lycée. D'accord. C'était il y a fort longtemps aujourd'hui. J'ai lu Sartre, oui, fameuse phrase « l'enfer c'est les autres », aussi, qui finalement nous ramène à nous-mêmes. Effectivement, le huis clos, c'est un accélérateur, ou même va exacerber tous les traits de l'âme, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et moi, j'aime beaucoup cet exercice-là. D'ailleurs, une grande partie de ce que j'écris, ou en tout cas des histoires que j'imagine, ont très tendance à se passer en huis clos. Parce qu'effectivement, c'est toujours un révélateur, c'est un zoom sur l'âme, sur la personnalité d'un personnage. Effectivement, se retrouver aussi confronté à d'autres personnes qui sont là pour les mêmes raisons. Ouais. En fait, ça impose une obligation de se regarder soi-même. Et parfois, il y a des gens qui sont simplement pas prêts à le faire. Malgré le fait qu'ils soient à l'hôtel Gorgias, par exemple, ils sont pas prêts à avoir ce regard sur eux-mêmes. D'ailleurs, d'un point de vue complètement narratif, c'est ce qui anime un scénario. Concrètement, c'est ce qui va aussi susciter des interactions entre les personnages, amener des points de vue différents, dissonants, et créer des intrigues. Et donc, oui, forcément, on doit rendre ça au huis clos. Après, bon, j'ai pas encore beaucoup exploré d'autres types de décorum, mais voilà, le huis clos en tout cas me permet, moi qui suis beaucoup dans l'introspection, notamment quand j'écris mes personnages, enfin surtout les protagonistes, j'essaie toujours d'avoir un arc évolutif qui mène d'un point A à un point B, mais en passant par une multitude de questionnements et de tournoiements. Et le huis clos, c'est comme en fait c'est le principe de l'écho. On parle de son encore une fois, et c'est le principe de l'écho, c'est-à-dire que on va parler, puis il va y avoir la réflexion du son sur le mur qui va nous revenir dessus. Et je trouve que voilà, l'image du huis clos en ça rend parfaitement grâce au son et à l'utilisation du médium sonore pour notamment raconter des fictions. Eh bien, écoute, tu m'introduis ma prochaine question. C'est parfait, on est parfaitement coordonnés.
En fait, donc c'est vrai que c'est vraiment une particularité. Alors moi, je travaille aussi beaucoup le côté ambiance sonore, musicale. Je trouve que ça mène tellement de choses sur l'histoire et la fiction sonore a vraiment toute sa place, en tout cas, et mérite d'être développée. Toi, c'est vraiment une de tes caractéristiques parce qu'en fait, alors outre aussi ta particularité, ta grande force en fait de prendre tes personnages et de les balancer dans une situation où ils comprennent rien et de pas forcément donner les clés, ce qui est hyper intéressant en fait à l'auditeur, parce que du coup il doit chercher, il doit attendre, il doit écouter pour trouver les clés petit à petit et évoluer au même rythme que les personnages. Donc c'est à la fois un petit peu comment dire, déstabilisant et en même temps on rentre dans l'histoire aussi beaucoup plus vite et de façon très forte. Je trouve en tout cas que tu as une approche de l'ambiance sonore et de la musique qui est assez unique. Est-ce que tu peux nous livrer un petit peu, alors si tu en as une, hein, ou peut-être que tout est très spontané, ta méthode de travail, de quoi tu pars, est-ce que c'est une idée de départ, est-ce que tu travailles seul, voilà, comment tu fais? Bah, il y a une vraie méthode, alors que j'ai appris aussi, ou en tout cas que j'ai développé sur le tard, notamment avec l'écriture d'Hotel Gorgias. Pour être tout à fait honnête, à la base, dans cette série, dans la première version du script, il n'y avait pas le personnage de Charlotte. D'accord. Ouais, il n'y avait que Sesco et qui était destiné à être un peu schizophrène. Et arrivé à la fin de la V1, je me suis dit, bon, déjà, il manque un personnage féminin fort, ce qui était très compliqué à accepter pour moi, qui a tendance à être assez égalitariste, on va dire, sur les bords, peut-être un peu trop. Je me mets toujours, en tout cas, cette contrainte de vouloir absolument à ce que tout le monde ait la même portion, voilà, et et surtout que ce soit hommes et femmes partagés équitablement. Et j'avais besoin, voilà, de revenir en arrière, et surtout parce que la schizophrénie pour moi, qui était donc l'idée de base pour mon personnage principal, n'était pas assez parlante, peut-être un peu trop entre soi, et surtout beaucoup trop personnelle en tout cas. Et j'avais besoin du coup d'un personnage qui serve de passerelle à l'auditeur. Et c'est comme ça qu'est née Charlotte. Donc il y avait ce côté où effectivement, j'avais vraiment cette intention d'emmener les auditeurs de par les questionnements et la découverte du personnage de Charlotte, puisque dans l'histoire, alors là je peux en parler parce que c'est vraiment l'idée principale et c'est une des premières choses qui apparaît dans la série, c'est que le personnage de Charlotte est la dernière recrue de l'hôtel, elle vient tout juste d'arriver et donc elle ne connaît pas encore bien les rouages et elle va les découvrir en fonction des événements qui vont se produire. Elle va les découvrir au même titre que les auditeurs. Donc ça me permet très facilement, très intuitivement de développer mon histoire. Et ça, c'était très précieux pour moi. Et du coup, depuis, je le pratique dans absolument tout ce que je fais. Toutes les œuvres que j'écris, toutes les fictions en tout cas que je développe. Maintenant, j'utilise ce biais-là, qui pour moi est en fait essentiel. Alors c'est aussi une facilité d'écriture. Alors ça permet aussi de bien entretenir le suspense, puisque au final, quand on déballe tout d'un bloc, c'est la saveur est un petit peu diminuée, donc ça nous permet d'un petit peu d'utiliser le compte-gouttes, et ça c'est très pratique. Et la musique, alors comme je l'ai dit, je suis musicien, je suis compositeur à la base, et je suis très inspiré par la musique orientale, très inspiré par les musiques grecques aussi, parce qu'en fait, on m'a fait la remarque lors d'un club écoute autour de ma série, justement, que il y avait beaucoup de sonorités orientales, etc. Et j'ai surpris un petit peu tout le monde en disant qu'il n'y a aucun instrument oriental dans la série Hotel Gorgias. Ce ne sont que des instruments d'influence balkanique ou grecque. Moi, j'aurais dit indienne aussi un peu. J'ai trouvé qu'il y avait des petites sonorités indiennes. Alors ça, c'est une petite touche. Mais bon, les deux. Non, mais en fait, c'est pas anodin. C'est comment dire, c'est la culture indo-européenne qui véhicule finalement aussi à travers les millénaires des sonorités qui se retrouvent à des parties complètement éloignées du globe, quoi. Donc c'est assez fascinant. Et donc la musique est essentiellement voilà, donc balkanique ou grecque ou même macédonienne et un peu bulgare aussi, vraiment à la marge de temps en temps, surtout au niveau des percussions. Je m'octroie voilà, soit des sonorités plutôt modernes, contemporaines à aujourd'hui, ou parfois je vais aller piocher dans les régions avoisinantes quand je suis un peu en rade d'inspiration. Mais ce qui n'est pas plus mal au final, ça permet d'ouvrir un peu les frontières. Et donc oui, alors, Hotel Gorgias, il n'y a pas
trop de musique, il y a pas tant de musique que ça. Il y a beaucoup plus d'ambiance finalement que de musique. Les musiques interviennent surtout à la fin de chaque épisode pour accompagner un peu les cliffhangers et les tournements de situation. Oui, mais ça donne quand même une vraie tonalité, je trouve, à toute la série. Tu vois, ça la teinte. Après, effectivement, il y a beaucoup d'ambiance sonore aussi dans l'épisode lui-même, ça c'est sûr. Ouais. Pour la musique, vraiment, l'enjeu, c'était surtout de pas trop parasiter la narration, parce que mine de rien, le médium de fiction sonore, il n'y a pas beaucoup de place en fait si on commence à rajouter les mêmes couches que pour l'audiovisuel, on a de moins en moins de place pour le texte, pour la narration. Placer la musique pas forcément de manière redondante ou permanente et plutôt la mettre au moment propice, au moment clé. Et pour Gorgias, il y avait vraiment ce besoin, en tout cas, de laisser place à une histoire qui est assez conséquente, assez lourde. Et la musique, c'est pas qu'elle prenait trop de place, c'est que j'avais besoin qu'elle ponctue certains moments, en fait. C'est pour ça qu'elle est vraiment disséminée, en tout cas, à travers ces 6 premiers épisodes. Et pour les ambiances, par contre, là, ça a été tout un travail, effectivement, de réflexion. C'est un huis clos, et dans un huis clos, on aurait tendance à dire que c'est un peu tout le temps le même son. Sauf que là, on est dans un hôtel. Dans un hôtel, il y a des pièces qui sont plus grandes, il y a des lieux qui ont des sonorités un peu particulières. Alors, dans l'action d'Hôtel Gorgias se déroule essentiellement dans le lobby. Donc, il faut imaginer une grande salle avec un comptoir et puis une sorte de grand hall de réception avec des plafonds assez hauts. Donc, pas mal de résonance et surtout une espèce de bruit blanc en fait qui est discret mais qui est là, voilà, qui est un peu le souffle de l'hôtel. Et pour les chambres, comme c'est des chambres qui reflètent la personnalité des clients qui y séjournent, le peu d'excursions qu'il y a dans les chambres à travers la série, finalement, l'ambiance, elle était en fonction des événements donnés, quoi. C'est-à-dire que il y a un événement dans la série qui évoque une forme de corruption, et il fallait s'amuser un petit peu avec quelle était ma propre définition de la corruption dans un établissement comme l'Hôtel Gorgias. Donc j'ai recherché des choses très organiques, comme par exemple tout ce qu'on pourrait imaginer d'une forêt habitée dont les racines grandissent en temps réel, par exemple, à vitesse accélérée, comme un bras qui s'articule, ou comme si on avait un micro à l'intérieur d'un corps humain où on entend vraiment tous les muscles se froisser, les os en tout cas se toucher, et qui crée cette ambiance très organique, très c'est très utilisé dans les codes du gore, par exemple, de l'horreur un peu plus gore. Donc on va travailler sur des textures corporelles, mais qui évoquent un peu le dégoût au final. Et moi j'avais un peu aussi cette volonté de susciter un petit peu le même ressenti quand j'essayais de décrire certaines ambiances des chambres des clients. Voilà. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est un truc que j'apprécie particulièrement avec l'audio, c'est que du coup, justement, tu pollues pas le cerveau de l'auditeur par des images. Tu lui donnes du son, tu lui donnes des guides par la narration, par le son, par l'ambiance, la musique aussi éventuellement, dans certains cas, mais en tout cas, tu ne lui pollues pas le cerveau par des images, et c'est à lui de les faire, ce qui lui donne aussi une certaine liberté. On n'est pas sur quelque chose d'hyper modélisé comme on a sur les séries où tout se ressemble en fait. Et je trouve que ça crée vraiment une autre façon de stimuler l'auditeur et de l'amener à imaginer différemment. Et c'est assez intéressant. Et en tout cas, on le ressent bien effectivement comme tu le décris dans les chambres. Et aussi, je trouve, dans l'espèce de grande descente aux enfers globale de tout cet hôtel et tous ces personnages petit à petit. Et on le vit bien avec eux aussi. Mais de loin, bien à l'abri chez nous, quoi. C'est le but. De pas se sentir concerné. Je m'en voudrais que beaucoup trop de personnes me viennent, viennent à m'écrire et me disent j'ai l'impression que tu racontes un peu ma vie, là. Attends. Non, j'espère vraiment pas. J'espère que ça n'arrivera pas. Ouais. Mais tu as tout à fait raison. Alors, le diktat de l'image est... En fait, selon les envies, est bienvenu ou non. Moi, j'ai pas choisi le média audio par contestation. Je suis très amateur de cinéma, de séries, en tout cas d'audiovisuel. Mais c'est surtout parce que déjà c'est une technique et un travail que je maîtrisais mieux que la réalisation vidéo. Je n'ai aucune prétention, aucune velléité à être réalisateur vidéo. Mais il y avait aussi la recherche effectivement du développement des personnages à travers leur identité sonore, leur identité naturelle. C'est-à-dire que on parlait des ambiances, on parlait de la musique, mais il y a aussi
À l'image, par exemple, on va reconnaître un personnage parce que, par exemple, il a sa coupe de cheveux, à une cicatrice qu'il pourrait avoir, à son style vestimentaire. Moi, enfin, en audio, c'est beaucoup plus limité, mais c'est là aussi que il y a un enjeu à trouver une subtilité. J'ai des personnages, par exemple, le personnage principal, Sesko, écrit beaucoup. Donc, dès qu'il a un instant, même quand il parle, il écrit. Il a toujours un truc à noter sur son agenda, une sorte de to-do list qui refait continuellement. Voilà, on sent que c'est un personnage qui est toujours débordé, qui est toujours dans l'action. En tout cas, dans la dévotion à son métier. Et il y a un autre personnage, celui de Paul, qui est un peu, c'est le responsable du room service. Donc c'est un peu l'homme à tout faire, le chef des hommes à tout faire de l'hôtel. Et lui, il a toujours des clés sur lui, parce que c'est le passe-partout. Il a accès à toutes les chambres, à toutes les parties de l'hôtel. Donc dès qu'il marche, dès qu'il bouge, il y a des clés qui tintillent. Et ça, c'est comme ça que j'arrive à aussi, éventuellement, je l'espère, aider les auditeurs à se repérer, parce que parfois on confond les voix, ça arrive. Mais en tout cas, on confond pas les sons. Et voilà, moi, ça me permet en tout cas d'aiguiller passivement, puisque ça nécessite pas d'effort particulier. Et généralement, voilà, quand un personnage, il y a un seul personnage qui trimballe un trousseau de 130 clés, c'est lui. Ah, c'est Paul qui arrive. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc, globalement, il y a ça, mais il y a aussi évidemment la prosodie des personnages, leur manière de parler. Il y a un autre personnage qui s'appelle Gustave, qui est quelqu'un qui est un personnage très précieux, très élégant, qui a une manière de parler très noble au final, comme un diplomate. On pourrait s'imaginer que c'est une sorte d'aristocrate, quoi. Donc lui, il est toujours très élégant, il a une façon très lente de parler, toujours rassurante, parfois un peu aussi condescendante à certains égards. Et voilà, j'essaie de le distinguer d'autres personnages masculins comme ça, quoi. Après, ça passe aussi quand même, tu disais qu'il y a des fréquences de voix qui se ressemblent, mais c'est vrai que ça passe aussi beaucoup par le jeu des acteurs. Ils ont tous une vraie personnalité, il y a des interactions, on sent le personnage de Sesko qui évolue et Charlotte aussi qui se rentre vraiment dans le côté membre de l'hôtel et qui prend son rôle à bras le corps. Exactement. Ils ont aussi leur vraie identité sonore aussi par la voix, quoi. Tout à fait, oui, c'est vrai que la voix de Charlotte, donc Inès Mellab, qui interprète Charlotte, est assez iconique. Et en plus, faut savoir que cette prosodie qu'elle a dans la série, en incarnant ce personnage, est grosso modo la même qu'elle a dans la vraie vie. Elle est très franche. Il y a un côté un peu parfois charretière dans sa manière surtout dans ses interjections. Elle a tendance à jurer assez facilement, et je me suis beaucoup servi de ça avec son accord d'ailleurs, de développer un peu son personnage avec sa personnalité, la personnalité de la comédienne qui l'incarne, qui permet de la distinguer. Et ce qui fait d'ailleurs un joli duo. Je suis assez satisfait du duo Sesko Charlotte, ils ont pas la même personnalité, ils divergent sur énormément de points. Ils sont pas trop raccords dans tous les cas. La seule chose qui les anime, c'est évidemment leur vocation à faire ce qu'ils font. Mais voilà, je trouvais que c'était un duo assez dynamique, et comme tu le dis, le jeu en tout cas notamment d'Inès, je ne parlerai pas du mien, mais le jeu d'Inès a beaucoup aidé à élever en tout cas le niveau de la série. Ça m'a beaucoup aidé, voilà. Oui. Et je trouve aussi que ça sert ce que tu disais là sur, je ne sais plus comment tu l'as appelé, mais le fait de mettre l'auditeur au même niveau que le personnage. On la voit galérer au départ. Mais oui, qu'est-ce que je fais là-dedans ? C'est quoi cette situation ? Où est-ce que je suis tombée ? Et ça donne un côté très humain, en fait, et très tendre au personnage, quoi. Et du coup, on s'identifie quand même pas mal, parce qu'on a tous vécu ce premier jour de boulot. J'allais on était complètement perdu. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi ? On a tous été plus ou moins bisus de soi-même, puisque c'est pas forcément l'intimidation liée à l'entreprise, mais c'est nous qui nous mettons aussi beaucoup d'objectifs, beaucoup de pression. De pression. Et c'est vrai qu'elle se retrouve dans un univers qui dépasse tout entendement. Et malgré ça, en fait, malgré sa nature parfois un petit peu chaotique, elle gère. C'est clair, elle garde le cap. Elle garde le cap, et finalement, je pense qu'on en vient tous au bout de la première semaine dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau job. Au bout d'une semaine, on en vient tous à être comme Charlotte, quoi. On se dit, en fait, on sait pourquoi on est là. Enfin, j'espère en tout cas. Oui, on espère. Alors, tu parlais effectivement des chambres dans l'hôtel. Je trouve en tout cas que c'est, à part la scène finale, en tout cas le dernier épisode, je trouve que c'est là où il y a le plus d'incursions du surnaturel et du paranormal. Quelle est ta vision, toi, par rapport à ça, en fait, et ton appétence par rapport au paranormal et au surnaturel ?
j'ai pas vraiment d'expérience personnelle liée au paranormal, au surnaturel. J'ai une expérience qui, à mon sens, relève aussi un peu d'un choc, d'un traumatisme psychologique. Moi, je suis issu d'une famille un peu distancée, c'est-à-dire on est trois frères de deux mères différentes. Donc mon frère aîné et moi sommes, on va dire, du premier lit, comme on dirait à l'époque médiévale. Mais oui. Et mon petit frère est uniquement le fils de mon père, du coup, et lui a une mère différente. Et avec mon grand frère, on a 18 ans d'écart. D'accord. Voilà, quasiment 18 ans d'écart. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé, lui, en dehors du fait que j'arrivais dans sa vie et que j'allais prendre la place de l'enfant prodige, euh, il avait une toute autre aspiration et donc a quitté le cocon familial au moment où moi je suis arrivé dans ce monde. Et bien plus tard dans ma vie, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que mes parents ont attendu 18 ans pour avoir un deuxième enfant? C'est-à-dire que ils l'ont eu, mon frère, ils l'ont eu très jeune, ma mère avait 24 ans, je crois, et moi, ils m'ont eu très tard. Ma mère avait 42 ans. Donc, je me suis dit, il a pu se passer mille choses. Alors évidemment, il y a toujours les tragédies, les drames de couple qui pourraient expliquer de manière complètement logique et réaliste la raison pour laquelle un deuxième enfant arrive si tardivement. Mais il pourrait y avoir aussi des envies cachées. Et je me suis souvent demandé si ma mère avait pas eu envie d'avoir un enfant plus tôt. Et je me suis même d'ailleurs demandé si elle en avait pas eu un qu'elle a malheureusement perdu. Ouais. Et pourquoi je me suis demandé ça? Parce qu'un jour, je devais avoir 15-16 ans. Je m'étais fortement enguirlandé avec ma mère. Bon, voilà, j'étais dans pleine crise d'adolescence, crise de confiance en soi, etc. Puis, une grosse distance créée avec ma mère, évidemment, sur la culpabilisation du divorce, puisque mes parents étaient séparés. Donc, j'étais dans une période où j'étais vraiment un odieux personnage, comme tous les adolescents. Et c'était la seule fois où j'ai poussé ma mère à bout. Et après l'avoir poussée à bout, je me suis enfermé dans la salle de bain. Et en fait, la salle de bain était la seule pièce de la maison avec la lumière à l'extérieur de la pièce. Et moi, j'avais le verrou à l'intérieur. Donc, je me suis fermé le verrou dans la salle de bain et ma mère a éteint la lumière. D'accord. Et elle a hurlé de colère. Elle m'a hurlé dessus. Et à un moment donné, elle s'est arrêtée et elle s'arrêtait net. Moi, j'étais assis dans la baignoire. Hein. J'étais une sorte de position fétale dans la baignoire. Et elle s'est arrêtée net et elle a commencé à parler à quelqu'un qui n'était pas présent avec nous. Nous n'étions que deux dans notre appartement. Ok. Et elle lui a dit tais-toi, ton tour viendra après. À ce moment-là, moi, je suis sorti de ma torpeur et je lui ai demandé à qui elle s'adressait. Et à ce moment-là, elle est revenue à ses esprits et on s'est calmés tous les deux et elle m'a demandé d'ouvrir la porte, ce que j'ai fait. Et par curiosité, j'ai quand même vérifié qu'il n'y avait personne, en tout cas dans l'appartement, il n'y avait personne. Donc c'est la seule fois de ma vie, en tout cas, que je me suis posé la question de savoir si en fait ma mère n'avait pas eu un enfant qu'elle a malheureusement perdu. Et je me suis même demandé et qui l'aurait accompagné en ce moment très particulier. Alors j'ai fait la rencontre il y a 3-4 ans d'un personnage qui gravitait autour de mon cercle d'amis, qui est un comédien aussi, mais qui est énergéticien. Oui. Alors moi, j'ai jamais fait de séance, mais la seule approche, en tout cas, de la thérapie alternative, ou en tout cas du bien-être alternatif que j'ai pu faire, c'est l'acupuncture. Donc voilà, je viens de très très loin. Mais en tout cas, je me suis pris de passion à parler à ce personnage et je lui ai raconté cette anecdote. Et lui, donc, il se présentait comme si quelqu'un de clairvoyant. Ouais. Et donc c'est quelqu'un qui lit dans les lignes de la main, c'est quelqu'un qui est voilà donc énergéticien qui a toute une palette en tout cas d'atouts de talents et de dons. Exactement. Et quand je lui parle de cette anecdote-là, la première chose qu'il me dit, il me dit à quel moment t'as cessé de parler à ta sœur? Et là je me suis dit waouh, ok. Et ce que c'était très curieux, je m'étais toujours dit, donc cette théorie que j'avais vis-à-vis de l'enfant perdu de ma mère, je me suis toujours dit, mais très arbitrairement, que c'était une fille. Donc que j'avais une sœur que je n'ai jamais eue, que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais rencontrée. Et voilà, lui m'a toqué un peu comme ça avec cette déclaration et on en a parlé. Moi, je me suis effondré en larmes parce que bon, je devais être très fatigué ce jour-là, mais aussi voilà parce que ça me touchait. C'était la première fois que j'en parlais aussi ouvertement. Comme je disais, hein, voilà, je suis la seule personne de mon entourage qui aborde un peu ce genre de sujet. Avec mon père de temps en temps. Mon père aussi a un vécu avec. Alors, dans une de tes interviews,
t'as évoqué un terme qui me plaît plus que le surnaturel, qui pour moi qui est l'extra-naturel, en tout cas, qui est voilà, quelque chose qui se passe au-dessus du naturel. Et mon père, lui, a eu une expérience avec le lignage, en tout cas généalogique. On a appris il y a une quinzaine d'années qu'on avait une ascendance juive, mais qu'on ne soupçonnait pas. Et mon père, en fait, l'a appris au détour d'une conversation qu'il a eue avec un rabbin qui est allé visiter en Palestine. Et ce rabbin qu'il ne connaissait pas, la première chose qu'il lui a dit en le voyant, c'est il lui a dit, toi, tu es juif. Et mon père, qui est chrétien, catholique, pratiquant, et n'en revenait pas. Le choc, un peu. Le gros choc. Alors, il était très ouvert sur la question hébraïque de manière générale, mais il a quand même fait un tour, 7 tours dans sa tête avant d'ouvrir sa bouche. Et en fait, ça faisait sens, ça faisait écho à pas mal de choses qu'il avait vécues dans sa jeunesse, notamment le fait que sa mère, donc ma grand-mère paternelle, lui racontait par exemple que quand elle était petite, sa mère refusait de rentrer dans les églises, ou que le vendredi, elle allumait toujours le grand chandelier dans le salon. Des choses comme ça, en fait, des choses qui faisaient pas forcément écho dans la tête d'un petit garçon qui était mon père à cette époque-là, mais qui, dans sa vie d'adulte, a tout de suite fait sens. Et je pense que moi, j'ai eu un peu le même ressenti. Je pense que j'ai accusé un peu de la même manière ce que m'a dit ce personnage quand il m'a parlé de cette entité que pouvait être ma sœur, etc., ou en tout cas que pouvait être l'enfant que ma mère a perdu. Alors, je dis ça maintenant. Pour conclure, je n'ai jamais abordé ce sujet avec ma mère, même avec mon père. Avec ma femme, oui. Avec mon frère aîné aussi, qui lui a un point de vue beaucoup plus terre à terre. Et voilà. Mais ça n'empêche que j'ai toujours cette pensée en tête. Et c'est ça, voilà, mon expérience en tout cas de l'extra-naturel va se lier à ça principalement. Voilà. D'accord. La scène finale en tout cas d'Hôtel Gorgias est justement cette présence de l'extra-naturel. Ça rejoint la philosophie de la réincarnation. Au final, la philosophie, la croyance en tout cas autour de la réincarnation, qui est empruntée non pas seulement qu'au bouddhisme, mais il y a toute une forme de réincarnation dans la mythologie grecque aussi, puisqu'on va surtout parler de malédiction, on va parler d'enchantement, voire parfois aussi de souhaits non accomplis. Moi, j'ai une affection toute particulière aussi à l'univers autour de l'univers des djinns. Ouais. Des souhaits qui n'ont pas réussi à être accomplis, des choses comme ça, et qui vont en tout cas se répercuter sur la vie d'après. Donc, ce qui va nécessairement engendrer une réincarnation. La cosmogonie grecque, de la mythologie grecque en tout cas, est entièrement basée sur la réincarnation, dans tous les cas. Parce que il faut savoir que les dieux, dans leur divinité, ne sont pas immortels. Ils ont une forme de mortalité. Sauf qu'ils ont, eux, leur purgatoire, qui est le Tartare, en fait, qui est le néant. Et s'ils sortent, on va dire, vainqueurs ou grandis de cet épisode de leur parcours, ils reviennent, parce qu'en fait, ils ont acquis à nouveau le mérite de retrouver leur place de divinité. D'accord. Donc, voilà, la mythologie grecque n'est pas tant basée sur l'immortalité, ça c'est plutôt l'interprétation que les historiens des Lumières en ont fait. On est plutôt sur des cycles qui prennent fin et qui recommencent. C'est intéressant cette image, ça veut dire qu'en fait, on est loin quand même de l'image du Dieu parfait. Les dieux grecs ne se revendiquent pas parfaits, justement, et ils vivent et ils embrassent leurs défauts. Enfin, Zeus est un dieu colérique, envieux, jaloux, ambitieux, qui embrasse complètement ses défauts. Alors après, il y a aussi une part de jalousie chez les dieux. Les dieux sont jaloux des hommes de manière générale, puisque à chaque fois que les hommes atteignent ou approchent de l'émancipation, les dieux abattent leurs courroux. Pour les arrêter dans leur entreprise, en somme. Donc, ils déclenchent des catastrophes, ils réveillent des créatures, ils déclenchent des guerres, des famines, des maladies, etc. Voire kidnappent aussi des hommes et des femmes pour les emmener soit en enfer ou pour en faire leur exutoire. Il ne faut pas qu'ils soient trop victorieux ou trop beaux ou trop... Exactement, il ne faut pas qu'ils atteignent en tout cas le rang des dieux. Voilà, c'est un peu les dieux en fait dans la mythologie grecque sont l'élite, très concrètement, c'est un peu l'idéal. Les hommes vouent un culte, en tout cas dans la pratique de la religion, dans la mythologie grecque, on voue un culte à un idéal. Mais voilà, en tout cas,
là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, ça rejoint cette forme, ça embrasse en tout cas cette forme du cycle, du renouveau. Et le surnaturel, pour moi, en tout cas, vraiment tout ce qui va de la veine fantastique, puisque d'un point de vue strictement fictionnel et narratif, bah, mon format à moi, en tout cas, le fond et le format que j'adopte la plupart du temps, c'est quand même le fantastique à travers le ton que j'emploie. Mais ouais, je le mets en place parce que j'ai besoin en fait d'associer toujours le concret, la réalité. Alors c'est très curieux de dire ça parce que l'Hôtel Gorgias va raconter une histoire qui est complètement impossible, qui échappe à tout entendement. Et pourtant, mon souhait le plus profond, c'est qu'il soit très attaché à notre réalité. Moi, j'ai une approche du fantastique que je voudrais plausible, tangible, en fait. Parce que c'est pas forcément sur le plan matériel, c'est pas forcément sur le plan physique, mais sur le plan vraiment mental, psychologique. J'ai besoin que, par exemple, le fait de se retrouver face à son enfer personnel, ce soit une forme de miroir de l'âme et une remise en question. Donc pour moi, ça c'est très concret, c'est très réaliste, très probant. Et le surnaturel intervient beaucoup et joue. En fait, c'est comme la science-fiction sert le propos du progrès. Le fantastique sert le propos de la psychologie, de la psychanalyse, du travail mental autour du soi, du surmoi, des choses comme ça. C'est quelque chose qui me sert beaucoup en ce sens-là. Et c'est vrai que le dernier épisode de Gorgias, c'est un épisode, je ne dévoile absolument rien de l'intrigue, mais qui est essentiellement axé sur l'acceptation. Donc on accepte enfin. On met un point à la ligne et ça c'est je crois qu'il n'y a rien de plus idéal, rien de plus concret que d'accepter qui l'on est, ce pourquoi on est fait, le destin qu'on s'est forgé soi-même et qu'on accepte ce qui va suivre. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la saison 2 sans forcément trop spoiler, mais nous en dire un tout petit peu plus? Dans la saison 2, alors, il faut savoir que à la base, j'avais pensé Hôtel Gorgias effectivement en 3 actes, donc en 3 saisons. Okay. Mais comme je ne savais pas du tout ce que ça allait donner quand j'ai sorti la série, j'ai quand même fait en sorte que la première saison soit satisfaisante dans sa finalité. Donc vraiment d'avoir un début, un milieu, une fin, qu'on soit repu après avoir écouté cette série. Alors d'une certaine manière, ça a été le cas, et d'une autre, j'ai eu quelques demandes quand même de gens qui ont voulu connaître un petit peu la suite. C'est pas parce que l'univers est assez vaste, en tout cas ce que j'essaie de mettre en place est assez vaste. Alors je tiens à dire 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, donc du coup, j'ai trouvé une espèce d'ange gardien qui m'a permis de continuer en tout cas ce projet, puisque même si la première saison a été faite un petit peu comme du bricolage, puisqu'elle a été faite à la maison avec des amis, tous les comédiens qu'on entend, ce sont soit les gens de ma famille, soit mes amis qui sont en grande majorité comédiens, mais qui ont accepté de ne pas être payés, qui se sont lancés dans l'aventure comme une initiation pour la plupart au médium audio et surtout par affect pour moi. Ils l'ont fait vraiment pour m'aider, me rendre service, et par affection. Je leur en serai éternellement reconnaissant. Et pour la saison 2, par contre, j'ai évidemment voulu leur rendre l'investissement qu'ils m'ont donné dans la première saison. Donc, j'ai cherché des moyens financiers de la produire et je les ai trouvés. Okay. Du coup, à travers la personnalité d'un gentil garçon qui s'appelle Gabriel Massé, qui a cru en ce projet-là et que je n'ai pas eu beaucoup de mal à convaincre, puisque c'est lui qui est venu me trouver, en fait. Wow. Il était passionné par cet univers-là. Il a lui aussi beaucoup aimé la série, beaucoup aimé l'histoire, et il a voulu absolument m'aider à aller jusqu'au bout. Donc on a signé tous les deux un contrat qui m'a permis de débloquer des moyens financiers pour produire cette saison 2. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'univers d'Hôtel Gorgias aura des annexes, des déclinaisons. Okay. Alors il y en aura une qui va se centrer sur le jeu de société, puisque j'ai des amis à moi qui sont dans le ludique et qui ont pareil beaucoup aimé la série et qui m'ont demandé si j'étais OK pour qu'ils développent un jeu de société. Génial. Donc il va y avoir, je ne sais pas quand, mais il y aura un jeu de société. Moi, je suis hyper fan de jeux de société, donc là, tu me mets l'eau à la bouche. J'en suis ravi, moi aussi. Je viens du jeu de rôle et du jeu de société, donc j'ai beaucoup d'affection pour ce médium-là. Et donc voilà, il y a encore quelques jours, on a eu des discussions autour de l'avancée du projet, donc ça, j'ai bon espoir que ça aboutisse.
Et la deuxième chose, c'est que je développe aussi un autre arc de l'univers d'Hotel Gorgias, notamment au travers du personnage d'Oscar Gallego, donc qui est un des personnages secondaires de la première saison d'Hotel Gorgias. Voilà, je développe un autre arc autour de ce personnage-là et de toute la mythologie autour de sa famille. D'accord. Et voilà, ça pour le coup, j'en dis pas plus puisque c'est une production. Donc là aussi, il y a tout un enjeu financier et de production derrière. Mais j'en suis ravi. En tout cas, c'était pas prévu et on m'a aussi pareil tendu la perche pour que je développe cet arc-là. Ok. Donc, et alors pour parler de la saison 2, du coup, dans le deuxième arc, donc il y aura un troisième arc aussi, hein, j'annonce. Il y aura trois saisons, puisqu'avec Gabriel, nous sommes engagés à finir cette histoire. Je vais aller un peu plus loin dans la saison 2, déjà parce que je vais pas uniquement me concentrer sur l'hôtel Gorgias, c'est-à-dire que le décorum, en fait, va se diviser en trois. Il va y avoir trois décors. Ok. L'hôtel Gorgias, toujours, deux autres décors. Ça, j'y tenais déjà, en fait, j'avais envie d'explorer, de toute façon, tout l'univers de l'enfer, de la mythologie grecque, donc de l'Érèbe de manière générale, c'est un univers qui est vaste et en plus qui est à plusieurs niveaux, pas que l'enfer. Dans l'Érèbe, il y a plusieurs zones, c'est un peu comme dans un jeu de donjon, quoi. Il y a plusieurs antichambres. Et j'avais à cœur, voilà, d'aller un peu égratigner un petit peu tout cet univers-là. Donc il va y avoir deux autres décors très importants et des personnages hautement importants aussi, puisqu'en fait on va vraiment travailler sur la jeunesse de l'hôtel Gorgias. On va vraiment explorer pourquoi l'hôtel Gorgias est là, qui en a éventuellement été l'artisan. On va aussi parler, c'est là pour le coup ma vision, mon adaptation d'un des mythes fondateurs des divinités primordiales, donc du Panthéon, de la mythologie grecque. Je vais explorer un des arcs primaires d'un des dieux les plus importants de la mythologie grecque dans cette saison 2. Voilà. D'accord. Qui a un lien direct du coup avec l'intrigue de l'hôtel Gorgias. Mais je l'espère en tout cas avoir réussi mon coup à disséminer quelques petits indices dans la saison 1 pour qu'il y ait quelques réponses qui soient assez évidentes dans la saison 2. Après, ça c'est assez intéressant. Hein. C'est comme ça souvent soit dans les livres ou dans les films, tu vois, le besoin. Enfin, moi j'aime bien faire ça en fait, de relire ou revoir pour retrouver des clés cachées, que te redonner un autre sens de lecture ou de compréhension en fait. Oui, bien sûr. C'est toujours très important, surtout quand on fait une histoire qui est censée avoir un sens dès le début, en fait, qui est censée aller dans une direction très précise dès le début. Je le disais tout à l'heure, j'ai voulu conclure la saison 1, mais c'est pas pour autant que j'ai conclu l'histoire. En somme, la grande histoire autour des personnages principaux, qui reste encore ouverte, que j'ai volontairement laissée ouverte, qui n'était pas nécessaire de fermer dans la saison 1, mais que j'ai volontairement laissé ouverte pour avoir aussi des choses à raconter dans la suite des Bien aventures des héros. Mais parce que voilà, c'était important de donner les clés aussi pour que les auditeurs, les spectateurs en tout cas, s'approprient l'histoire et arrivent à se repérer dans cet énorme décor qui est cet univers. Voilà. Tu donneras pas encore toutes les clés, puisque j'imagine qu'il y en aura aussi disséminées dans le volet 3. Ça sera réparti petit à petit, quoi. Alors, la saison 2 annonce énormément de choses quant à l'arrivée à la suite. C'est-à-dire que, arrivé à la saison 2, là, pour le coup, on est vraiment sur le principe d'une saison 2, donc saison intermédiaire, saison qui est là pour déstabiliser l'auditeur, qui est là pour aller chercher des concepts, des réponses là où on ne s'y attend pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Hein. J'essaie de pas parler avec prétention. J'essaie d'être optimiste. Mais en tout cas, c'est vraiment le travail que j'ai essayé de faire autour du scénario de la saison 2. Parler aussi un petit peu de sujets très sensibles. Alors, je dévoile absolument rien de l'intrigue, mais je tenais beaucoup à parler de... Alors, attends, parce que je vais essayer d'employer des mots qui ne révèlent pas grand-chose. On va dire la prédation. Voilà. C'est un enjeu sociétal aujourd'hui, d'autant plus dans le milieu artistique et culturel, la prédation, de manière générale. Et dans la mythologie grecque, la prédation est omniprésente, que ce soit des hommes vis-à-vis des femmes, mais aussi des femmes vis-à-vis des hommes vis-à-vis des hommes, etc., etc. Il y a toujours un enjeu d'intimidation, de domination. C'est quelque chose qui est assez étouffant. Et je trouve qu'il y a un cri libérateur à vouloir s'en défaire, s'en délester. Et c'est un des sujets principaux, en tout cas, de la saison 2. D'accord. C'est ce besoin incompressible, cette soif de liberté, voilà, qui va être assez palpable dans la saison 2.
Ok. Voilà. Du coup, quand je t'écoute, j'ai l'impression en tout cas que tu as réussi à garder quand même une certaine liberté, parce que ça peut arriver en fait, souvent quand tu as un petit peu un engouement fort ou justement quelqu'un qui vient dans le projet, qui est extérieur. Dans le cinéma, ça arrive assez souvent, tu vois, que tu as un premier jet très, très neuf, très spontané, avec plein de choses, et puis après, derrière, il est un peu repris et reformaté dans un schéma d'industrie. Là, ça n'a pas l'air d'être ça. Tu as réussi vraiment à garder Tout à fait. ta liberté de créateur. La condition de Gabriel, son gage, son engagement envers moi, c'était de me laisser la totale liberté sur mon script parce que il n'avait aucune prétention à vouloir s'y mêler en fait. Il a parfaitement conscience que c'est un univers que lui-même ne pourrait maîtriser puisque de toute façon il est uniquement dans ma tête pour l'instant. Mais ouais, il est parfaitement humble et modeste et ce qui est hyper gratifiant et qui, oui, effectivement, laisse énormément de place à la liberté. Alors, évidemment, il y a le syndrome de la carte blanche, c'est-à-dire que la carte blanche, c'est très sympa de pouvoir en bénéficier, mais c'est d'autant plus de pression au final, parce qu'on a aussi la peur de partir dans tous les sens. Et à cela s'ajoute aussi la pression de faire aussi bien que la première saison. Je cache pas que, effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné dans l'écriture de la saison 2. Alors, je tiens à préciser d'ailleurs que je fais une parenthèse, mais la saison est en cours de montage. Enfin, c'est pas qu'elle est en projet, c'est qu'elle est en cours de montage. Elle est en train d'être finalisée. Exactement. Donc voilà, tout ce processus de remise en question, de savoir si j'allais dans le bon sens ou pas, si mon idée première de quand j'ai écrit la saison 1 et que je prévoyais déjà de faire une histoire en 3 actes, etc., est-ce qu'elle tenait toujours? Est-ce que j'ai pas changé d'état d'esprit depuis? Et en fait, non. Et puis ne pas forcer sa plume aussi à répondre peut-être à ce que les gens attendent en face. Exactement. Et garder sa liberté, Tout à fait. Oui, je me suis accordé énormément de liberté dans le sens où je voulais pas être attendu. Je vais en revenir par exemple au club écoute que je mentionnais tout à l'heure. Donc c'est un club écoute qui a été monté par des créateurs et créatrices de fiction sonore du milieu amateur, qui m'a invité, voilà, parce qu'ils avaient un peu comme un club de lecture. La fiction dont ils voulaient discuter, c'était la mienne. Ils m'avaient choisi, donc ils m'avaient demandé si je voulais être un petit peu le modérateur de cette session-là, et j'étais ravi d'accepter. Et en est venu justement ce chapitre où je leur ai parlé donc de la saison 2 qui arrivait, et ils m'ont posé des questions et ils m'ont demandé si ils pouvaient s'adonner à l'exercice de la théorie. Et je leur ai dit qu'il y avait aucun souci, mais que je ne répondrais pas en fait. C'est juste parce que en fait, je veux pas m'imposer l'attente des autres, voilà. Alors là, pour le coup, c'est très égoïste ce que je dis, mais je pense qu'on est tous les auteurs. Toi, je sais que tu es autrice aussi, du coup, et que t'as peut-être aussi ce sentiment-là, c'est que quand tu fais une suite, évidemment, t'as cette pression-là, tu peux pas l'ignorer, et puis c'est fondamental pour faire vivre ton œuvre, mais tu peux pas non plus être victime, ou en tout cas esclave de ça. Et je pense que réussir à s'en affranchir de cette attente du public, c'est ce qui permet en tout cas de faire respirer l'œuvre. Et là, pour le coup, j'ai écouté leur théorie. J'étais très amusé. C'est vraiment toujours gratifiant de voir les gens s'approprier ton histoire et essayer d'en tirer des embryons, en tout cas, d'arc narratif pour la seconde saison, en disant, bah voilà, tel personnage, je suis pas d'accord avec sa ligne, je suis pas d'accord avec son destin, tout va changer dans la saison 2, tu vas revenir en arrière, machin. Je dis, donc moi, je disais rien, mais c'était très amusant. Mais en tout cas, voilà, je me suis vraiment accordé cette liberté. C'était très important pour moi. Et puis surtout parce que les attentes te permettent pas d'aller aussi loin que ta propre ambition. Ça nous enferme, finalement, ça nous entrave. Oui, puisque les gens attendent, c'est ce que toi tu écris, c'est ta patte, ta veine, ce qui sort de tes mains et de ta tête à toi. Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion et la chance de discuter avec des gens qui se présentent comme fans de ton œuvre, mais ces gens-là ont énormément d'attentes et surtout sont très exigeants. Alors ça peut être intimidant. Moi j'ai essayé de pas le prendre par ce pied-là, on va dire, mais ça pose les règles. Ça impose des règles, quoi. C'est ok, donc on va parler de ton œuvre, mais c'est moi qui vais dicter la conduite, quoi. Et j'étais assez fasciné par cette réaction, mais je pense que tous les fans de toutes les œuvres ont un peu je pense que même nous-mêmes d'ailleurs, moi je suis par exemple un grand fan de Star Wars, voilà, malgré moi aujourd'hui, mais je sais que j'ai fait partie fut un temps, notamment quand la franchise a été reprise en 2015, j'avais énormément d'attentes, j'étais à 2 doigts d'envoyer un mail à Disney pour leur dire voilà, mais vous ne faites pas cette connerie de voilà, et je comprends parfaitement. Parce que c'est viscéral. Quand on aime une œuvre, c'est viscéral. Oui, et puis on se l'approprie. C'est le destin de l'œuvre. Une fois qu'elle sort après, il faut qu'elle soit prise et vécue et digérée par les oreilles des auditeurs. C'est Alain Damasio, grand écrivain de science-fiction en français,
qui a écrit notamment un des très grands livres, qui est mon livre de chevet, qui s'appelle La Horde du Contrevent. Mais c'est un auteur qui est très important, je pense, pour la littérature de science-fiction française. Son livre, La Horde du Contrevent, est vraiment un de ses plus grands chefs-d'œuvre et a été très plébiscité pour des adaptations vidéo, etc. Et lui a toujours dit non. Il dit non, je ne veux pas. La seule chose à la rigueur à laquelle je me laisserais attendrir, c'est pour la bande dessinée, parce qu'il a un affect particulier pour la bande dessinée, et c'est ce qui s'est fait. Du coup, l'Art du Contrevent est sorti en version bande dessinée. Et il dit en fait, je peux pas concevoir qu'on s'approprie mon œuvre et qu'on en fasse quelque chose qui ne reflète pas ma vision. Alors c'est ce que beaucoup d'auteurs et de créateurs pensent, évidemment. C'est toujours le danger de l'adaptation. Mais je crois que lui, il avait une forme, il avait encore plus de viscéralité vis-à-vis de son œuvre que ses propres fans. C'est-à-dire que vraiment, il était encore plus attaché, ce qui est assez rare, parce que généralement, quand tu acceptes de diffuser ton œuvre, que ce soit en livre, en film, en musique même, en fiction sonore, tu acceptes de la léguer, en fait. Bien sûr. Lui, non. C'était vraiment, non, je ne veux pas qu'on se l'approprie de cette manière. Je veux qu'elle reste fidèle à la vision que je lui ai donnée à travers l'écrit et à travers la littérature. Et je trouve ça. Et donc, pour la BD, il a vraiment pris part à l'écriture du scénario. Il a coécrit le scénario de la BD. Mais voilà, c'est un des rares trucs qu'il a laissé faire, quoi. Ouais. J'ai tendance à comprendre aussi cet état d'esprit-là, que je ne partage pas, mais j'ai tendance à le comprendre aussi. Non, c'est pas facile. Alors, c'est une des questions justement que j'allais te poser. Est-ce que toi, c'est un souhait que tu aurais à terme éventuellement, si ça avance dans ce sens-là, de faire une adaptation vidéo? La question s'est posée. Quand j'ai sorti Hôtel Gorgias, j'ai eu quelques coups de téléphone, notamment d'une société de production audiovisuelle qui m'a demandé de travailler autour d'un projet qui s'apparenterait à Hôtel Gorgias, mais qui ne serait pas Hôtel Gorgias. Et je leur ai demandé pourquoi, et ils m'ont dit un truc qui m'a un peu déçu, mais qui m'a pas du tout démotivé. Et voilà, c'est un huis clos, et les huis clos à la télé, ça marche pas. Voilà. Je dis c'est quand même très bizarre parce que c'est pas vrai, surtout. Il y a beaucoup de choses beaucoup d'offres qui se passent en huis clos. Je suis absolument contre ce postulat-là. Mais bon, comme c'est eux qui avaient la thune, j'ai pas osé leur dire non, croyez-moi, c'est moi qui ai raison. Donc finalement, voilà, bon, il y a jamais rien rien ne s'est jamais fait à ce niveau-là. Mais la question s'est posée. Alors oui, je serais absolument ravi qu'un jour quelqu'un vienne me dire, écoute, j'ai envie d'adapter Gorgias à l'écran. Alors le problème étant, c'est que l'adapter en série, ça voudrait dire réécrire un peu la série, l'approfondir, parce que la première saison, mise bout à bout, elle ne fait que 1h28. Pour faire une série, c'est un peu léger, surtout que c'est plutôt le genre d'univers qui se développe sur des épisodes de 40, 50 minutes. Donc il faudrait que je redéveloppe, que je revienne sur l'histoire, que je développe d'autres arcs, que j'amène d'autres, ce qui me dérangerait pas en soi, mais ça dénaturerait peut-être aussi la version audio. En tout cas, ça l'emmènerait plus loin ou peut-être ailleurs, je ne sais pas. Et est-ce que ça te dérangerait de voir y apposer des images et un imaginaire un peu forcé ou... Absolument pas. Je suis un perfectionniste. Si j'avais le temps et les moyens de développer mes arcs à l'infini, je le ferais. Non, avec grand plaisir. Effectivement. Alors, je le cherche. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là pour l'instant, parce que je ne fais absolument aucune démarche dans ce sens-là. Mais oui, carrément. C'est sûr que si l'opportunité venait, je ne dirais absolument pas non. En tout cas, je serais très attentif à la proposition. Ok. Écoute, on arrive à la fin de l'interview. J'ai juste une dernière petite question par rapport à toi actuellement, tes projets, ce sur quoi tu travailles, à part la saison 2 de Hôtel Gorgias. Alors, à part la saison 2 d'Hôtel Gorgias, je travaille sur le projet annexe de l'univers d'Hôtel Gorgias en ce moment. Je travaille aussi sur un projet où je vais développer une autre thématique. Alors, pour une fois, je ne vais pas forcément parler de la mort. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est assez redondant. J'ai sorti pas mal de fiction sonore entre 2022 et 2023. J'en ai sorti j'ai sorti une comédie musicale radiophonique qui parle absolument pas de la mort pour le coup, qui est plutôt une ode à la vie d'artiste. J'ai sorti une autre fiction qui s'appelle À la hauteur, où je me mets en scène moi-même, mais surtout en tant qu'auteur et à travers mes questionnements intérieurs et ma peur de mourir bête. de mourir inachevé. J'ai aussi sorti une autre fiction qui s'appelle Le comptoir des parallèles, qui est une sorte d'Hôtel Gorgias mais inversé, c'est-à-dire que au lieu de parler de choses lugubres telles que la damnation et l'enfer, je vais plutôt parler d'un personnage dans un monde qui est le nôtre, qui a des secrets,
Pour le coup, je parle beaucoup de surnaturel, je parle beaucoup d'alchimie, de ce genre de choses-là, d'objets du quotidien en fait qui paraissent anodins, mais qui ont une histoire, qui ont une âme, qui ont une identité. On parle le tambour que j'ai évoqué au tout début de cette interview me ramenait justement à cette série qui est plutôt le pendant, on va dire plutôt blanc par rapport à l'aspect noir d'Hôtel Gorgias. On n'est pas du tout sur les mêmes tons, on est sur du fantastique, mais pas du tout dark. On n'est pas dans l'univers d'Edgar Allan Poe, on est dans un univers beaucoup plus lumineux, quoi. Tu donnerais qui comme référence, si tu devais donner une référence par rapport au comptoir des parallèles, du coup? Jésus-Christ? Non, je plaisante. Non, plutôt Merlin l'Enchanteur, plutôt, alors qui a sa part de sombre, hein, qui a sa part de lugubre, mais plutôt sur la version Disney, voilà, de ça. C'est une série assez familiale au final, hein, qui est le comptoir des parallèles, qui est beaucoup moins niché qu'Hôtel Gorgias. Okay. Et je dirais que, alors, anecdote, et après je passerai au projet actuel, mais l'anecdote sur le comptoir des parallèles, l'idée m'est venue, en fait c'est l'histoire d'un personnage qui tient une sorte de boutique d'antiquaire où il ne fait qu'acheter des objets, il n'en vend pas, voilà. Et il n'achète que des objets qui ont une particularité, une singularité. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un objet qui a de la valeur qu'il va l'acheter, c'est parce que l'objet a quelque chose en particulier que ce personnage, Ernest Bonnefoy de son nom, va l'acquérir. Et donc chaque épisode, c'est un Gugus ou quelqu'un ou une femme hein, qui vient lui amener un objet qu'il a trouvé dans son grenier, etc. Et il voudrait savoir si Ernest est intéressé. Preneur ou pas. Et en fait, à chaque fois, l'épisode raconte comment l'objet est arrivé dans la vie de ce client ou de cette cliente. Et Ernest raconte un petit peu ça. Et puis souvent, il tombe des nues parce que il a du mal à accepter que les gens ne voient pas la particularité de ces objets-là. Et l'inspiration de cette série, c'est c'était un truc à la télé à l'époque où je regardais encore la télé qui s'appelait Pawn Star. Donc c'est les prêteurs sur gage aux États-Unis, à Las Vegas notamment. Oui. Qui de temps en temps arrivent ont des clients qui arrivent avec des espèces de pépites comme ça qui sont sorties de nulle part. Et c'est ce qui m'a inspiré. Je me suis dit voilà, en fait, je voudrais faire ça mais avec du fantastique, avec de la magie, avec de l'alchimie, du surnaturel, etc. Avec un côté un peu cabinet de curiosité aussi en même temps. Complètement. Sauf que je me suis défendu de l'appeler cabinet des curiosités parce que ce mot est très employé. C'est un titre qui aujourd'hui malheureusement serait inondé se retrouverait inondé par la pluralité des offres qui sont proposées avec ce titre-là. Donc voilà. Mais j'invite du coup si tu es curieuse à écouter. Avec plaisir. Et non, le gros projet que je développe en ce moment, c'est une forme de thérapie en fait en gros où je vais parler du transhumanisme et notamment d'un phénomène qui s'appelle la synchronicité, qui évoque pas mal de choses dans le surnaturel et le paranormal. Oui, tout à fait. Sauf que dans le transhumanisme et notamment dans les études très précises et scientifiques du transhumanisme, on en parle assez régulièrement. Il y a eu beaucoup d'études dans les années 50 notamment au travers d'expériences communes entre des individus qui ne se connaissent pas, etc., qui ont vécu des traumatismes ou des événements similaires, voire même concordants et surtout convergents. Et qui donc a amené à ce travail autour de la synchronicité qui aujourd'hui est un petit peu oublié mais que du coup moi qui m'a vachement intéressé. Asimov en parle beaucoup aussi dans son travail dans des multitudes de bouquins qu'il a écrits parce qu'il en a écrit plus de 200 je crois donc il en parle beaucoup. Philippe Cadic aussi. Et je tenais beaucoup à faire ça sous le prisme de la thérapie parce que je trouve que c'était un curieux parallèle puisque un des grands chercheurs en thérapie de Jung a beaucoup aussi travaillé sur la synchronicité et ça m'évoquait ça et toujours dans un prisme avec un ton très anxiogène parce que j'aime beaucoup ce format-là. Là, je me complais à faire angoisser les gens. Et ce serait l'histoire ça va être l'histoire d'un thérapeute qui va installer son cabinet dans un immeuble à la place de la loge d'un gardien en fait qui aura déserté les lieux. Et il va installer son cabinet ainsi que son appartement et il va proposer à ses voisins une forme de thérapie un peu novatrice où il va justement essayer de développer un nouveau concept de thérapie avec une forme de rythme un peu plus accéléré où il va proposer en fait des entretiens de 10-15 minutes au lieu des 25-30 minutes habituelles en essayant d'aller directement à la quintessence du mal-être, du trauma, etc. Chez ses patients. Et il va se rendre compte au gré des épisodes au gré de ses consultations en tout cas, que ces patients ont vécu un événement très récemment, exactement le même, alors dans les mêmes proportions, dans la même temporalité, dans les mêmes localités,
avec les mêmes intentions et ils ne savent pas pourquoi. Et donc le thérapeute va se retrouver plongé au milieu d'une enquête qui va le mener à une forme de révélation, avec une chute à la fin que je réserve évidemment. Bah oui. Voilà. Et cette série, normalement, voilà, va être enregistrée, tout est calé pour qu'elle soit enregistrée à la fin du printemps, au début de l'été, et elle sortira vraisemblablement en automne prochain. Voilà. D'accord, ok. Waouh, programme riche quand même. Ouais. On essaye de garder le rythme. Et est-ce tu as eu déjà aussi des propositions d'éditeurs sur toutes ces histoires Pour la littérature, tu veux dire? Ouais, pour les sortir en livre par exemple ou justement en BD, pourquoi pas Je n'ai jamais été approché pour ça. Mais enfin, que font les gens? Non, mais c'est un exercice qui me plairait énormément. Alors, pour tout avouer, j'ai fait une tentative de roman il y a 5 ans que j'ai écrit. Et comme dirait Bernard Werber, généralement, toute première tentative est absolument infâme à lire. Et je pense que c'est le cas. Ça a été le cas. J'en ai plus jamais reparlé. J'ai plus jamais rien tenté avec ça. Alors, c'était un livre, pareil, je voulais me lancer dans une saga fleuve avec un univers très riche. Voilà, de science-fiction fantastique, etc. Et je m'étais un peu perdu. C'était une période où j'étais au chômage et j'avais genre 6 mois devant moi pour écrire ce truc-là. J'étais vraiment très assidu, j'étais très fier de moi et puis je l'ai fait lire à quelques personnes qui ont été très complaisantes avec moi, qui ont été très très bienveillantes. Mais après avoir relu les 50 premières pages quelques années plus tard, je me suis rendu compte évidemment de la vérité, de la réalité des choses. Non mais c'était ma première approche. Aujourd'hui, je pense que j'aurai une toute autre approche et effectivement, j'ai un peu plus d'expérience à ce niveau-là et c'est un exercice qui me tenterait énormément et qui me ferait très plaisir, voilà, à réaliser. Donc à qui nous écoute, si les éditeurs qui nous écouteraient. Je ne signerai un livre que chez l'Harmattan. Voilà. D'accord. Non, je plaisante. Non, mais bien sûr. Le théâtre aussi. Alors, j'écris une pièce de théâtre en ce moment aussi. Mais voilà, c'est tout. Enfin, qui sera une comédie musicale, parce que j'ai un pied dans la comédie musicale aussi. Mais ça, c'est quelque chose, mais que je fais à mes heures perdues quand j'en ai, ce qui est pas. C'est ça. As-tu vraiment des heures perdues? Entre la parentalité et le travail, non, malheureusement, je n'en ai pas beaucoup. Ouais. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. C'était vraiment passionnant. On est bien rentré dans ton univers. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode pour que tout le monde puisse aller piocher dans la richesse de ton univers, entre Hello Musical, Hôtel Gorgias, donc le comptoir des parallèles aussi, que je vais aller découvrir très très vite. Voilà. Et écoute, je te remercie beaucoup. Un grand merci à toi. C'était vraiment un honneur d'intervenir, en tout cas, dans ton podcast. Et encore une fois, bravo pour ton travail. Et continue comme ça fait beaucoup de bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.